France battue à Wembley 2-0 par l'Angleterre. Les images du match à la fin de ce journal. Des fumoirs dans les entreprises ou les gares, c'est ce que prévoit le projet de décret anti-tabac qui pourrait être présenté fin mars. Et puis attentat sanglant en Espagne ce soir, 3 morts, 14 blessés. Bonsoir. Comme chaque soir, avant de développer ces titres, un coup d'œil sur la soirée à Albertville où se déroulait le programme original féminin en patinage artistique. Bonne performance de Surya Bonali. La jeune Française de 18 ans passe du coup de la 4e à la 3e place au classement général, derrière 2 Américaines. Vous venez de le voir. Rendez-vous après-demain, vendredi soir, pour le programme libre. Suite et fin des épreuves, donc, vendredi soir. C'est peut-être la fin d'un feuilleton qui dure depuis plus d'1 an. Le projet de décret anti-tabac, déjà remanié 3 fois, soumis à toutes les pressions, devrait être présenté au Conseil d'État la semaine prochaine. Sa philosophie, elle est simple, le droit du non-fumeur à ne pas être soumis à la fumée. Les détails, Véronique Lafaux. Amateurs de blondes et de brunes, vous allez devoir faire preuve de discipline. Dans les cafés et restaurants d'abord. Désormais, l'espace y sera divisé en zones fumeurs et non-fumeurs. Un arrêté fixera les conditions d'élimination de la fumée dans les salles. Dans les entreprises, là où la loi sera sans doute la plus difficile à appliquer, 2 catégories de locaux ont été définies. D'une part, les lieux dits collectifs, exemple, salle de réunion où le tabac sera banni. D'autre part, les lieux de travail, comme les ateliers et les bureaux, où le chef d'entreprise devra créer des espaces réservés aux fumeurs. Si je n'ai pas mon paquet de cigarettes, je suis incapable d'écrire, je suis incapable de travailler et je ne suis pas, disons, productive. Moi, je demande qu'une chose, c'est respirer. Le texte s'appliquera également dans les lycées où des salles distinctes seront réservées aux enseignants et élèves fumeurs. Les prisons n'échapperont pas à la règle et oui, on ne fumera plus dans les cellules qui sont considérées comme des espaces d'habitation, mais dans des parties communes. Dans les avions, l'interdiction de fumer est maintenue sur les vols intérieurs, de même que pour les trains de banlieue. Sur les grandes lignes, les fumeurs n'auront plus droit qu'à 30% de places assises. Quant à ceux qui restent à quai, s'ils fument, ils seront aussi en infraction. Et qu'arrivera-t-il aux fumeurs récalcitrants? La sanction tombera, 1300 francs d'amende. Principal objectif du gouvernement, lutter contre la mortalité due au tabac. Et les chiffres sont là. Chaque année en France, la cigarette tue 65 000 personnes, soit 12% des décès en France. Politique des pouvoirs exceptionnels pour les ministres. C'est ce qu'a annoncé François Mitterrand au Conseil des ministres. Des pouvoirs pour, je cite, vaincre plus rapidement les difficultés quotidiennes des Français. Il faudra attendre le 18 mars pour en savoir plus. Incident ce soir à Bayonne entre la police et des manifestants qui protestaient contre la tenue d'une réunion du Front National. Barricades, cocktails Molotov et vitrines brisées. On signale 6 blessés légers ce soir parmi les forces de l'ordre. Les militants du Front National, eux, sont restés retranchés à l'intérieur de la salle. Les autres nouvelles du jour en France, commentaire Charles-Antoine de Rouvre. Impasse dans le conflit des dockers, une nouvelle réunion aujourd'hui entre le secrétaire d'État à la mer, Jean-Yves Le Drian, et les représentants patronaux et syndicaux. C'est soldé par un échec. La CGT refuse toujours le projet de réforme du statut des dockers. Elle appellera bientôt à une nouvelle grève dans les ports. Un élève a tué un enseignant hier près de Rouen. À la suite d'une gifle malheureuse, un jeune du centre départemental de l'enfance de Canteleu a voulu se venger. Il a lancé un morceau de fer qui a atteint un professeur à la tête. Placé en garde à vue, il a été inculpé ce soir d'homicide volontaire et écroué. Pas de quotidiens nationaux dans les kiosques demain. Le syndicat CGT du livre a appelé à une grève de 24 heures dans les ateliers d'imprimerie de la presse parisienne. Une quinzaine de titres seront touchés. Ce mouvement entend protester contre les blocages dans les négociations sur les prochaines réductions et reconversions d'effectifs dans la profession. À l'étranger, attentat sanglant dans le nord de l'Espagne, à Santander. Une voiture piégée a explosé au passage d'un fourgon de police. 3 morts, 14 blessés. Les victimes ne sont pas des policiers, mais des piétons qui passaient à ce moment-là. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il porte, selon les premières conclusions des enquêteurs, la signature d'ETA. L'organisation séparatiste basque a déjà revendiqué la mort de 11 personnes depuis le 1er janvier. Nouveau raid israélien au sud Liban contre les fiefs du Hezbollah. Les duels d'artillerie ont légèrement baissé en intensité aujourd'hui, mais l'exode des populations s'accentue et les dispositifs militaires se renforcent de part et d'autre. Carole Vénua.
Ici, la frontière nord d'Israël, derrière ce grillage le Liban, d'où partent les salves de roquettes Katyushas. Depuis lundi, le Hezbollah en a tiré plus de 160 sur des positions israéliennes pour venger la mort de Cheikh Moussaoui. Les dernières ont fait 13 blessés légers et causé d'importants dégâts matériels. Chaque offensive déclenche une riposte de l'armée israélienne, c'est la loi du talion. En 3 jours, elle a effectué 6 raids et fait pleuvoir des milliers d'obus sur des villages du sud Liban. En principe, des fiefs du Hezbollah, il y aurait 1 mort et 27 blessés. Malgré cette escalade de violence, la population israélienne garde son calme. Elle réagit avec fatalisme. On est habitué au Katyusha et quand on entend le boom, on reste dans les maisons ou on est à l'extérieur. Si ça atteint, ça atteint. Si ça atteint pas, ça atteint pas. Moi, ça ne m'a rien fait parce qu'on est habitué à ça. Hier, une Katyusha est tombée près de chez moi. Mes sœurs ont été sous le choc puis sont allées dans l'abri, mais moi, je suis restée à la maison. Ce soir, les bombardements israéliens se poursuivent à un rythme soutenu sur des localités du sud Liban. Des milliers d'habitants sont en train de fuir leur village. Le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir a déclaré que tout serait fait pour mettre fin aux tirs de roquettes du Hezbollah. Cette situation explosive ne semble toutefois pas remettre en cause les négociations de paix à Washington qui reprendront comme prévu lundi prochain. Et suite à ces affrontements, le département d'État américain met en garde ce soir les citoyens américains contre des risques d'attentats en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. États-Unis toujours, il faut retrousser les manches. C'est la réaction de George Bush après sa déconvenue dans le New Hampshire, première étape de la course à l'investiture présidentielle. Le président américain n'a obtenu que 53% des voix contre 37% à son challenger, Pat Buchanan, candidat ultra-conservateur, chantre de l'ordre moral, devenu une vedette nationale du jour au lendemain. Portrait signé Jean-Loup Demigneux. Pat Buchanan, c'est l'aile droite du Parti républicain. Son idéologie, ses valeurs sont celles de l'Amérique des années 50. Beaucoup de conformisme, une réticence non dissimulée pour les idées nouvelles, beaucoup de bonne conscience pour critiquer en vrac les féministes, les homosexuels, les nouveaux immigrants et d'une façon générale, tout ce qui vient de l'étranger, avec en première place les produits européens ou japonais qui retirent du travail aux Américains. Il n'accepte pas, par exemple, que les Européens viennent aujourd'hui vendre à l'Amérique des voitures ou des Airbus, alors que les États-Unis sont venus avec leurs avions il y a presque 50 ans pour les libérer. D'origine allemande et irlandaise, parfois aux limites de l'antisémitisme, c'est un catholique de tradition. Les idées de Vatican II ne sont pas sa tasse de thé. Pat Buchanan n'était pas jusqu'à hier soir une célébrité aux États-Unis, il n'était connu que dans les milieux politiques et parmi les passionnés de la politique. Depuis quelques semaines, il s'était fait aussi un nom dans le New Hampshire. Journaliste de formation, il s'est occupé de communication pour 3 présidents différents, Richard Nixon, qui assista à son mariage, Gerald Ford et Ronald Reagan. Sa victoire d'hier soir en fait une vedette nationale. Elle a démontré 2 choses. D'abord que le mécontentement dans le pays était très fort, qu'il ne s'agissait pas de simple mauvaise humeur. Ensuite que George Bush, soutenu dans le pays il y a 8 mois par 91% des Américains, était maintenant un candidat à la réélection possible à battre. Retour maintenant sur une affaire de plus en plus mystérieuse. L'enlèvement il y a 15 jours en Belgique du petit-fils du très riche industriel Roger de Clercq. Depuis, pas de nouvelles, mais des rumeurs insistantes ces derniers jours de contact entre la famille et les ravisseurs. Explication Sophie Arcimol. Les rumeurs selon lesquelles les auteurs du rapt se seraient manifestés auprès du grand-père de Clercq ont été démenties aujourd'hui par le porte-parole de la famille. 15 jours après l'enlèvement, les mêmes questions restent toujours sans réponse. Qui a enlevé le petit-fils du roi du textile belge et pour quel motif? Qui sont les vrais ravisseurs? Plusieurs personnes ayant revendiqué le rapt. Et surtout, Anthony est-il toujours vivant? Selon les spécialistes, les ravisseurs seraient des professionnels et n'ayant pas relâché l'enfant dans les 5 jours après l'enlèvement, ils encourent les travaux forcés à perpétuité, comme le veut la loi belge. Depuis l'enlèvement, la famille a lancé 4 appels diffusés par les médias belges, se disant prête à payer une rançon. Les enquêteurs de leur côté observent le plus grand mutisme sur l'affaire. Les recherches entreprises en Belgique et dans les pays frontaliers n'ont pour l'instant abouti à aucun résultat. Les autorités ont décidé de laisser agir la famille avec la plus grande liberté possible, sans s'opposer au paiement de la rançon, le plus important étant de retrouver l'enfant vivant. Sport, football, je vous le disais en titre, la chute de la Maison France à Wembley. En match amical, les Anglais ont mis fin à 3 ans d'invincibilité des Bleus, 2-0, une victoire méritée, Arnaud Noblet. Manuel Amoros dans le temple maudit de Wembley, maudit car la France n'y a jamais gagné ni même marqué un but.
Pour sa 77e sélection, un record, le capitaine des Bleus espérait bien ce soir y triompher. Un espoir qui n'aura duré que l'espace d'une mi-temps. 45 minutes au cours desquelles les Français dominent sans pouvoir toutefois concrétiser leur avantage, comme ici avec ce tir de Didier Deschamps qui passe à quelques centimètres du poteau anglais. 44e minute de jeu, une des rares occasions britanniques de cette première mi-temps. Corner, tête de Pearce, Shearer en pivot ouvre le score pour l'Angleterre. Le jeune attaquant de Southampton inscrit ainsi son premier but en équipe nationale. Un coup du sort dont les hommes de Michel Platini ne se remettront pas. En deuxième mi-temps, les Anglais se montrent de loin les plus dangereux. Finalement, Gary Lineker, rentré après la pause, donne le coup de grâce aux Français. Un deuxième but anglais inscrit à la 73e minute, malgré une superbe parade du gardien français, Rousset. 2-0, une défaite qui met fin à 3 années d'invincibilité française. Les deux équipes se retrouveront le 14 juin prochain en Suède. Il s'agira cette fois-ci d'un match officiel dans le cadre du premier tour de l'Euro 92. Et puis une autre nouvelle de sport, on vient de l'apprendre, dans la Coupe de l'América, le voilier français Ville de Paris vient de battre à San Diego en Californie Espagna 92 dans la 4e régate du deuxième tour de cette coupe. Grâce à cette victoire, Ville de Paris reprend la 4e place du classement général provisoire des éliminatoires. Un seul film français retenu pour les 64e Oscars qui seront décernés le 30 mars à Los Angeles. Il s'agit de Madame Bovary de Claude Chabrol, nommé dans la catégorie des meilleurs costumes. À signaler que le dernier film de Walt Disney, La Belle et la Bête, devient le premier dessin animé à être retenu dans la catégorie du meilleur film. Et pour terminer, ce qui s'annonce comme un triomphe, l'exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais à partir de samedi. C'est la première rétrospective de cette importance consacrée à l'artiste depuis plus de 25 ans. Peinture, affiches, gravures, dessins et objets d'art. 200 œuvres au total. Visite en avant-première, François Bachy, Jackie Cargaillan. Source principale d'inspiration de Toulouse-Lautrec, l'ambiance des cafés-concerts comme le Moulin Rouge. À la Belle Époque, ils incendiaient les nuits parisiennes. Les cafcons ont modelé l'art de Lautrec. Lui leur a donné ses lettres de noblesse, celle du comte Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfat, né en 1864 à Albi, mort à l'âge de 37 ans, gagné par la syphilis et l'alcoolisme, ayant souffert toute sa vie d'une faiblesse aux jambes, qui en a fait un être difforme, mesurant 1,52 m. C'est quelque chose qu'il a toujours voulu dépasser et qu'il a poussé dans la voie de la peinture. Toulouse-Lautrec a une place à part dans la peinture. Face à l'impressionnisme dominant de l'époque, lui, l'ami de Van Gogh, choisit de parler de la figure humaine. Après quelques portraits, comme celui-ci de Tristan Bernard, il se consacre au monde interlope où les bourgeois parisiens s'encanaillent. Le chansonnier Aristide Bruand, bien sûr, l'un de ses proches dont l'écharpe rouge est devenue aussi célèbre que les longues en noir de la chanteuse Yvette Guilbert, dont Toulouse-Lautrec immortalisa le sourire. Ses autres modèles au nom évocateur, la Coulue, Grille d'égout ou Nini Patte en l'air, les prostituées du Claque où il a élu domicile pour mieux saisir la vie et les mouvements de ses filles de joie. Son trait est rapide, d'où son goût pour les affiches, sa spécialité, d'où aussi l'utilisation fréquente du carton comme support. Ça lui permettait de peindre avec de la peinture à l'huile traditionnelle, mais diluée avec de l'essence de térébenthine. Et le support absorbant ce médium, tout cela séchait très vite, et donc il pouvait peindre assez rapidement ce qu'il aimait bien faire. Avec cette exposition de près de 200 œuvres, Paris se met à l'heure Lautrec. Pour bien voir l'exposition, il faut réserver sa place au Grand Palais, et vous pouvez déjà vous mettre en condition. Voilà, à partir de samedi donc. Fin de ce journal, tout de suite la météo, Alain Gillot-Pétré, la bourse, Franck Baudou, 7h à la une, le magazine de François Bachy, demain 7h Bruno Fuchs et c'est Ruth Elkrieff que vous retrouverez pour le dernier journal. Très bonne nuit, au revoir. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.